Bonjour et bienvenue à notre première discussion Questions de santé. Mon nom est Julie Quenneville et je suis présidente de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill. À chaque mois, nous vous amenons en arrière-scène avec des experts du CUSUM pour explorer un thème sur la santé de notre communauté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de discuter de la santé des femmes durant la pandémie avec 4 femmes exceptionnelles. Nathalie Paré, vice-présidente régionale de la RBC. Hélène Jones, gestionnaire des services sociaux au Centre universitaire de santé McGill. Caroline Cotty, fondatrice de la gouvernance au féminin. Et Lily Fortin, présidente des magasins Tristan. Donc, la pandémie a affecté tous nos vies, a affecté nos entreprises, a affecté nos familles. Il y a plus de 650 000 personnes qui sont décédées à travers la planète. Ce qui nous a frappé le plus, c'est les problèmes de santé mentale qui ont été affectés par la pandémie. On voit aujourd'hui que 44 des hommes disent avoir un problème de santé mentale dû à la pandémie et malheureusement 53 des femmes. Je vais commencer avec Lily Fortin parce que, bon, vous êtes enceinte avec votre 3e bébé, vous êtes gestionnaire d'entreprise, vous avez été forcée de transformer votre entreprise dans le milieu de la pandémie pour commencer à produire des masques et maintenant, si je comprends bien, aussi des robes pour le milieu hospitalier. Comment avez-vous fait pour survivre ce chaos? Je pense que c'est l'adrénaline. Je pense vraiment que c'est l'adrénaline parce que comment on se revire de bord, en fait, comment on trouve une solution pour passer à travers parce que suite à l'annonce du gouvernement, en fait, quand l'annonce a été faite là, sur la fermeture des magasins, mais nous, on se retrouvait pratiquement avec 0 revenu du jour au lendemain. On avait le web, par contre, mais le web compensait pas pour la perte de vente causée par la fermeture des magasins. Alors, on devait trouver une façon de passer à travers et puis de se réinventer. Puis on avait la capacité de le faire parce qu'on a nos propres usines ici. Alors, quand j'ai une amie à moi qui a levé la main, qui a dit « Êtes-vous capable de faire ça? » Je sais quoi ça, des visières? Je sais à quoi ça ressemble pour le hockey, mais bon, pour le milieu hospitalier. Alors, ça a commencé comme ça pour essayer d'aider une amie dans le milieu de la santé. Puis finalement, je n'avais pas réalisé l'ampleur du besoin dans le système de la santé. Puis ça a commencé comme ça. Mais Caroline, est-ce que les femmes ont vécu la pandémie et le confinement différemment des hommes? Oui, à beaucoup de niveaux, Julie. En fait, si on regarde ce qui s'est passé dans les foyers, forcément, les hommes comme les femmes se retrouvaient à travailler de la maison. Les enfants n'allaient plus à l'école. Et là, on s'est rendu compte plus que jamais que ce sont beaucoup plus les femmes qui s'occupent des enfants et qui s'occupent de la maison. Alors, le poids de la charge mentale, finalement, qui vient avec toute cette pandémie et toutes ces questions qu'on se pose, a été amplifié par le fait que la femme continue trop souvent à mettre 2 à 3 fois le temps que l'homme met dans les tâches de la maison et dans le soutien aux enfants. Par ailleurs, on a en même temps vu je pense que tout à l'international, on était très excités de voir autant de femmes chefs d'État bien réussir à gérer la pandémie dans leur propre pays. On peut penser à Taïwan, à l'Allemagne, à la Nouvelle-Zélande, de nombreux autres pays menés par des femmes qui ont eu de meilleurs résultats que d'autres pays menés par des hommes. Donc là, on s'est dit, est-ce que les femmes sont vraiment les meilleures pour sortir de la crise? Peut-être. Mais en même temps, ce sont celles qui perdent au plus grand rythme les emplois. Donc, on parle d'une récession très féminine en ce moment parce que les femmes, alors qu'elles ont été à l'avant-scène, que ce soit dans le milieu hospitalier, dans les supermarchés, dans les CHSLD, ce sont les femmes. Mais en parallèle, ce sont celles qui ont le plus perdu d'emploi pendant cette crise. Mais justement, les pays qui sont dirigés par des femmes ont eu de meilleurs résultats durant la pandémie. Donc, est-ce que c'est une qualité de leadership féminine, Caroline, qui cause ça? Comment on l'explique? Alors, c'est sûr que je vais forcément en profiter pour dire jusqu'à quel point les femmes ont des qualités de leadership remarquables. Et quand il s'agit de mettre le bien de la communauté, le bien d'un ensemble de personnes de l'avant, oui, les femmes sont meilleures. Les hommes ont tendance à mener leur propre agenda, ce qui est extrêmement bien pour mener sa propre carrière dans une organisation. Et on les voit arriver au sommet des pyramides rapidement parce que ce sont des qualités que les
femmes devraient peut-être avoir aussi. Mais on a ce côté vraiment de souci de la communauté, de faire ce qu'il y a de mieux pour le groupe avant de penser à soi, qui, je pense, a été une qualité qui a donné ses résultats positifs. Ouais. Donc, les femmes auraient davantage d'empathie envers la communauté et sa clientèle. Ça, je pense que tout le monde s'accorde à dire que les femmes ont plus d'empathie, l'intelligence émotionnelle, être à l'écoute, trouver des solutions qui vont aider tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on est tellement excités quand on voit plus de femmes en politique, parce que toutes les législations qu'elles vont mettre en place vont penser vraiment à la société dans son ensemble, les personnes âgées, les enfants, les personnes vulnérables. Sans vouloir mettre évidemment, il y a des gens qui sont complètement contre la distribution de qualité hommes-femmes en disant non, 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 nous sommes tous pareils. Mais il faut quand même admettre qu'il y a certaines qualités typiquement féminines qui nous viennent avec, que ce soit la maternité ou d'autres façons d'avoir été élevées et qui permettent effectivement d'avoir un style de leadership qui, je pense, va être de plus en plus en demande. Nathalie, vous avez un trio d'enjeux assez incroyable. Donc, vous avez 2 adolescents, vous avez aussi beaucoup d'employés, une très grande équipe éparpillée sur un grand territoire, et vous avez aussi des clients qui étaient nerveux durant la pandémie, et avec raison. Donc, comment avez-vous géré toute cette anxiété et tout ce stress? Alors, je pense qu'à la base, comme Lily l'a si bien dit, il y avait évidemment là, tout ce qui était de l'adrénaline. J'ai un mari en or à la maison qui, lui aussi, évidemment, là, de par son entreprise, m'a aidé avec le milieu familial. Donc, c'était quelque chose d'être... On s'est dit, il faut avoir une organisation dans notre milieu familial. Il faut gérer ça comme une entreprise, quasiment. Donc, on avait une structure, une discipline et je me suis dit, bon, ben moi, je vais m'assurer, évidemment, que notre frigo est plein. 2 adolescents, ça mange. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose à la main. J'ai été chanceuse parce qu'évidemment, bon, ils étaient sur le Google Classroom, comme plusieurs ont vécu. Mais ils ont appris, justement, qu'est-ce que maman fait finalement. Il n'y avait jamais réalisé. Et aussi, je pense que pour passer au travers, ça prenait énormément d'empathie. Donc, à travers la famille, mais aussi à travers les équipes et à travers les clients, parce qu'on a fait face, évidemment, bon, les équipes, du jour au lendemain, rentrent à la maison, on ferme les centres d'affaires à la grandeur du Québec. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, on est dans une force de vente qu'on appelle mobile. Alors, bon, ce qui est laptop, iPad et tout pour travailler de la maison, c'est disponible. Par contre, ce sont des gens dans nos équipes à travers le Québec qui, évidemment, aiment le contact client. Et là, il fallait évidemment s'assurer que nos clients soient contactés, qu'on s'assure qu'ils soient bien. C'était le premier contact. Donc, comment ça va? Est-ce qu'on peut vous aider? Et c'était de continuer de les encourager justement par le care qu'on pouvait leur démontrer, que je pouvais leur démontrer à travers tous les appels qu'on pouvait faire, parce qu'on en a fait plusieurs, des appels d'équipe, des appels à travers le Québec pour les rassurer justement de dire, bon, voici le plan, voici une transparence de communication. Puis je dirais qu'autant à la maison, avec la famille, qu'avec la business, cette transparence de communication a fait en sorte qu'ils savaient à quoi s'attendre. On dit toujours « set expectations ». Et de ce point de vue-là, on s'est assuré évidemment que de tous les points de vue, on était couverts pour qu'ils sachent comment entreprendre justement chaque jour, chaque semaine et chaque situation. Mais ce n'est vraiment pas facile de créer un environnement qui est professionnel pour parler avec nos clients quand les enfants sont en arrière. J'ai fait énormément de rencontres personnellement où les enfants sont arrivés pour rencontrer les gens, leur envoyer la main. À un certain moment, j'essayais d'enregistrer des publicités et on les entendait se chicaner en arrière-scène. J'ai été obligée d'arrêter puis revenir. Donc, comment avez-vous géré ça à la RBC? Alors, pour ma part, bon, à la base, je suis une mère de famille. Donc, ce que je voulais, c'est m'assurer que nos directeurs de compte et nos vice-présidents étaient corrects avec le fait que, oui, il était pour avoir un enfant qui se pointerait éventuellement dans un WebEx. Alors, pour ma part, à chaque fois que j'adressais toutes les équipes, je leur disais, écoutez, c'est correct parce que vous savez quoi?
les autres sont dans la même situation que vous. Donc, si vous appelez un propriétaire d'entreprise, je vous garantis qu'il y a un enfant qui va se pointer aussi. Alors, c'est correct. Puis, soyez confortable avec ça. Puis, ne serait-ce que de les présenter, justement, bien, voici mon garçon Lucas ou voici ma fille Isabella. Et puis, finalement, ça a créé ça, un sentiment, parce que les liens se sont tissés. Moi, j'ai toujours dit qu'on n'a jamais été aussi à distance, mais on n'a jamais été aussi proche de par le fait que maintenant, on connaît nos familles. Moi, j'invite des gens dans ma salle à dîner à tous les jours. D'ailleurs, quand on s'est parlé, Julie, t'es venue dans ma salle à dîner, puis ça m'a fait grand plaisir. Mais autant qu'on se fait inviter dans la maison des autres. Et à ce moment-là, bien, ça rapproche. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que cette connexion-là est d'autant plus humaine qu'elle était auparavant. Parce qu'auparavant, quand on entreprenait des conversations, c'était souvent basé sur la performance. Alors qu'aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de recul pour s'assurer que la personne avec qui on discute, elle est correcte, qu'on a adressé évidemment ses enjeux, sa famille, comment va sa famille, et ensuite de ça, on peut commencer avec la conversation d'affaires. C'est l'empathie dont on parle, j'imagine, Caroline. Hélène, vous êtes travailleuse sociale ici au Centre universitaire de santé McGill. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui avaient de la difficulté durant la pandémie? Pourriez-vous peut-être partager certaines histoires de ce que vous avez vu et vécu? Donc, moi, je suis travailleuse sociale de profession, gestionnaire d'une équipe de travail social ici au CUSUM. Et puis, on a vu malheureusement beaucoup de femmes, de familles en difficulté pendant la pandémie pour toutes sortes de raisons autres que la COVID-19. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de publicité par rapport à les risques rattachés à le COVID et le besoin de rester en confinement. Donc, pour les femmes qui sont dans des situations de violence conjugale à la maison, vivre en confinement est dangereux. Et on a vu beaucoup de femmes qui, malheureusement, et des familles, ont perdu leur filet de sécurité, qu'auparavant, c'était leur moyen de secours, de pouvoir aller au travail, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir parler avec leurs collègues, leurs amis, leurs professeurs. Donc, ce qui est arrivé, c'est que il y avait des familles, des femmes qui, malheureusement, sont pris en confinement. On leur dit que c'est plus sécuritaire pour eux à la maison, mais c'est pas nécessairement la réalité de tous. Donc, à l'hôpital, on a dû gérer des situations comme ça, aider à trouver des solutions pour soutenir et venir en aide à ces familles-là. Donc, on a eu un rôle important pendant la COVID. Ici, nous, on était à l'hôpital à tous les jours. Donc, on a vécu le confinement un petit peu différent que être à la maison en télétravail. C'est sûr que notre routine a resté un petit peu la même, honnêtement. C'est sûr que, comme gestionnaire, j'ai toujours travaillé de longues heures. Donc, on est habitués. Mais quand le COVID a frappé, les longues heures ont devenu un marathon à chaque jour. Et puis, on s'est retrouvés à l'hôpital pour de longues heures. Donc, pour une mère de famille avec 3 enfants, c'était pas toujours évident. On a dû revenir en famille et vraiment prendre des moments ensemble pour parler de comment on va s'organiser en famille, pour diviser les rôles et les responsabilités qui, auparavant, étaient souvent les responsabilités de maman. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes qui travaillent parce que, vous savez, en travail social, la grande majorité des travailleurs sociaux sont des femmes, sont des mères. Ils vont au travail, mais ils sont aussi responsables de la mère de famille. Donc, ils ont dû souvent renégocier puis voir les rôles et responsabilités de chacun. Mais justement, vous avez mentionné le rythme de vie. Donc, la vie a continué pour les gens dans la profession de la santé. Donc, ils ont continué à aller au travail. Ils n'ont pas eu à subir le même confinement. Caroline, tu menais une vie quand même assez excitante dans l'avion régulièrement, soirée, je pense que des événements tous les soirs. Comment as-tu vécu, justement, soudainement te retrouver à la maison en confinement?
Alors, Julie, je te dirais que les premières semaines, j'étais vraiment en état de choc. C'est-à-dire que le décalage horaire me manquait, les aéroports bondés me manquaient, la fatigue du décalage horaire, tout me... Alors que, bon, quand on le vit, ça semble des fois un peu lourd, mais quand ça disparaît, tout d'un coup, on a une sorte de vide, puis on se dit « Oh mon Dieu, ma mission va être négativement impactée par ça, parce que j'étais vraiment sur un cheminement mondial à donner des conférences aux quatre coins de la planète. » Et tout d'un coup, ça s'arrête, mais en plus de manière abrupte, sans prévenir. Donc, j'avais tout un horaire jusqu'à l'été qui était très occupé avec des déplacements, des voyages, des galas, des conférences, etc. Et tout d'un coup, tout disparaît. Par contre, ce que je te dirais, Julie, avec le recul, parce que maintenant, ça fait quand même quelques mois, c'est que d'une part, on s'est adapté de manière magistrale, mais tous, je veux dire collectivement, à l'échelle planétaire, et que quand j'ai fait une demi-journée, en une demi-journée, j'ai parlé à Paris, à Moscou et à Washington, je me suis dit, j'aurais jamais pu faire ça avant. Alors, c'est sûr qu'on perd quand même le côté humain, parce que moi, j'aimais beaucoup sortir de scène, avoir des gens qui viennent me parler, échanger des cartes, serrer des mains, garder le contact. Ça, c'est un peu plus difficile, mais ça se transfère sur LinkedIn, où après chacune de mes conférences, je me retrouve avec des tonnes de messages de gens qui disent « J'ai adoré ce que vous avez dit », qui disent « J'aimerais qu'on travaille ensemble », etc. Et là, on s'organise des Zooms. Et finalement, ce que je réalise avec le recul, c'est que c'est une nouvelle façon de fonctionner et que quelque part, de passer plus de temps avec ma famille, avec mes enfants, avec mon conjoint, c'est quelque chose qui me manquait et je ne m'en rendais pas compte. Alors, j'ai absolument pas l'intention de retourner au rythme d'avant. Absolument pas. Mais par contre, peut-être qu'un juste milieu... Et pour toi, Lily, parce que tu fréquentais énormément d'événements aussi, 2 jeunes enfants à la maison, est-ce que tu t'ennuies des événements? Bien, les événements, en toute honnêteté, pas vraiment. Surtout avec des jeunes enfants, de pouvoir avoir une soirée avec eux, me coucher à l'heure à laquelle ils se couchent ou juste un peu après, ça fait du bien, surtout avec un autre qui s'en vient. Fait que ça, non. Et puis, de mon côté, le rythme n'a pas beaucoup changé parce que quand le début du COVID a frappé, il y a eu tellement des conséquences assez graves sur notre business. Donc, moi, j'étais au bureau tous les jours, seule. Pas seule, on était quelques-uns. Mais c'est sûr que c'était des longues heures, une nouvelle réalité. Et puis, en même temps, il fallait s'adapter à ce qui changeait. La routine changeait. Les garderies fermées. Donc, fallait trouver une nouvelle routine pour les enfants, pour les garder occupés, pour les garder, essayer de leur expliquer ce qui se passait, pourquoi ils allaient plus au parc, moi, ils sont plus petits, fait que c'était pas des cours à la maison d'école, mais pourquoi il peut pas aller voir son ami, pourquoi... Donc, c'est ces questions-là qui sont pas faciles à expliquer à des jeunes enfants. Mais justement, Lily, parce que, bon, j'ai vu les femmes autour de moi lorsqu'on a appris à Montréal que les garderies n'allaient pas réouvrir et que les écoles ne retournaient pas. J'ai vu plusieurs de mes amis, on va être très honnête, là, tomber en sanglots, puis le désespoir total. Donc, toi, lorsque la garderie est fermée, comment as-tu vécu cette nouvelle réalité et comment as-tu géré tes enfants en même temps que l'entreprise? Oui. C'est sûr qu'au début, on se partage les tâches. Il faut se partager les tâches. Papa n'a jamais autant mis la main à la pâte. Et puis, en même temps, ça lui a permis de tellement se rapprocher. Il a toujours été très proche des enfants, mais ça l'a vraiment rapproché des enfants. Puis moi, j'ai de la chance parce que à la naissance de mon garçon, on a transformé une grande salle de conférence au bureau en salle de jeu. Alors, les enfants ont leur place au bureau. Ils étaient habitués de venir avec moi tous les jours. Ils ont leur endroit où faire la sieste, leurs jouets, donc c'est leur repère. Donc, ça les a pas trop bouleversés. Donc, non, ils n'allaient pas à la garderie, mais ils avaient ils appellent ça leur bureau. Donc, leur bureau au bureau avec maman. Puis, donc, je pense qu'ils ont moins ressenti le confinement parce que, juste de changer de la maison au bureau, ça faisait une sortie. Justement, tu nous disais plutôt que tu allais prendre seulement 2 semaines et demie de congé de maternité. Oui, 2-3 semaines, oui. Est-ce que tu ressens que tu dois faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir être présidente et aussi mère de famille? Je pense qu'à la base,
En fait, j'y ai beaucoup pensé parce que au début, je me disais, est-ce que c'est des sacrifices ou c'est un choix? Pour finalement arriver à la conclusion que c'est un choix. C'est un choix d'avoir les affaires et la famille. Je voulais pas faire le sacrifice d'être en affaires au détriment de la famille. Je voulais ma famille, ma petite famille, mon petit cocon familial avec des enfants. Donc, je pense qu'à partir du moment où on accepte que c'est un choix et puis qu'on peut faire ces choix-là, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'on évolue bien là-dedans, puis on se fait on s'organise des structures ou des routines qui nous conviennent, indépendamment peut-être du regard ou de l'opinion que d'autres peuvent avoir. Puis au début, c'est pas facile. Moi aussi, au début, ben tu viens au bureau, ton bébé est tout petit. Ben, oui. Peut-être que je ne ferai pas les mêmes heures qu'avant. Puis peut-être que le meeting planifié à 2 heures, ben, si ça ne convient pas au bébé, ben, il va être à 2h45 le meeting. Donc, on s'adapte comme ça. Mais je pense qu'à la base, il faut accepter que c'est un choix qu'on fait et puis s'arranger pour que ça fonctionne, puis que les priorités soient les nôtres. Et ne pas laisser les autres nous culpabiliser. Oui, absolument. Oui, ça, c'est pas facile. Le jugement entre femmes est très difficile, il faut se l'admettre. Oui. Et c'est exactement pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour essayer d'encourager et fournir de l'espoir aux femmes qui nous écoutent. Nathalie, comment pouvons-nous modifier notre entreprise, notre façon de faire pour justement inviter davantage de femmes de prendre des rôles de leadership dans une entreprise? Bien, je pense qu'en tant que leader, c'est notre responsabilité de se mettre souvent dans les souliers des autres et de dire, OK, si moi j'avais des enfants, comment est-ce que j'y arriverais si j'avais des enfants encore en bas âge? Alors, je vous dirais qu'à travers tout ça, il faut vraiment penser justement, est-ce que c'est vraiment intelligent de planifier des meetings à 5 heures le soir? Pas nécessairement. Ou bien, même si je prends l'exemple du confinement, souvent, évidemment, bon, les agendas sont chargés de WebEx ou de Zoom. Et là, il y a quelqu'un, qui dit, bon, on va faire un meeting à midi. Bien, midi, je regrette. Faut penser un petit peu plus loin parce qu'évidemment, il y a la routine des enfants qui sont à la maison avec les parents. Alors, ils doivent manger, Alors, je crois qu'on a un rôle, nous, comme gestionnaires, de prendre du recul et d'évaluer l'impact de ce qu'on demande aux gens. Donc, notamment dans le 9 à 5, mais aussi avec les soirées. Et pour ma part, j'en fais énormément de soirées. Et quand j'ai entrepris mon rôle de vice-présidente régionale, je me suis dit, mon Dieu, je couvre le Québec au complet. Alors, j'avais, en plus des soirées à Montréal, bien, des soirées à Québec, des soirées un peu partout. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour m'assurer que j'ai l'impact nécessaire, mais en même temps, d'avoir le reach, comme on appelle. Et je me suis dit qu'il faut commencer à déléguer. Déléguer certaines soirées, encourager les autres à justement se sentir en pouvoir et avoir la confiance justement d'aller dans ces soirées-là et de faire l'impact et de leur faire confiance aussi qu'ils vont bien faire ça. Et c'est quelque chose que j'avais commencé évidemment avant le confinement et là, je me rends compte de plus en plus que comme gestionnaire, c'est vraiment cet impact-là que nous devons gérer et penser plus loin que de dire, bien, le meeting à 7h30 le matin, c'est peut-être pas une bonne idée. Essayons d'accommoder tout le monde. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais je pense qu'on a un meilleur engagement de nos gens et on attire plus de gens aussi à travers tout ça. Et toi, Caroline, quels conseils tu donnes aux entreprises justement pour mieux accommoder, appuyer les femmes durant la pandémie? Bien, en fait, ce que je souhaite, c'est que toutes ces mesures qui sont prises en ce moment, qu'un bon nombre puissent demeurer, parce que beaucoup d'entreprises ont pris conscience justement des difficultés supplémentaires que les femmes peuvent avoir et de l'importance d'accorder une certaine flexibilité. Alors si oui, on voit que pour certaines femmes, tant mieux, c'est plus facile de travailler de la maison. Pour certaines autres, en fait, elles sont carrément en train de demander des périodes d'absence parce qu'elles trouvent que ça devient impossible de gérer les enfants et la famille. Et moi, ce qui m'inquiète, les enfants et la famille, je veux dire, de gérer les enfants et le travail. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce sont des jeunes femmes, souvent à haut potentiel, qui sont à mi-carrière, qui décident de prendre une petite pause et qui finalement ne sont pas en train de meubler cette fameuse pipeline de talent féminin dont nous avons besoin. Alors, il y a de regarder, d'une part, quels sont
qu'est-ce qu'il faut combler comme écart entre les genres? Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile pour un homme dans telle ou telle organisation de progresser? Comment est-ce qu'on peut faire pour resserrer les écarts, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire depuis l'attraction, la rétention, la rémunération, évidemment, la promotion des femmes, le mentorat, tout ce qui est offert comme programme formel et informel pour vraiment permettre aux femmes de progresser sans plancher collant, sans plafond de verre, et se demander aussi qu'est-ce que les jeunes femmes qui sont en bas de la pyramide ressentent en regardant le haut de la pyramide. Est-ce qu'elles se reconnaissent? Est-ce qu'elles ont l'impression qu'en travaillant fort, qu'en contribuant, leur succès va être récompensé et qu'elles aussi pourront se trouver dans les hautes sphères? Donc, je pense que c'est une période très propice à ce genre de réflexion, puisque de toute façon, nous sommes tous en train de nous réinventer, incluant les organisations. Et je pense sincèrement, et c'est ce que la plupart des gens s'accordent à dire, il y a beaucoup de leçons qui vont être apprises pendant cette pandémie, dont on va pouvoir bénéficier lorsque la vie reprendra. On ne sait pas si c'est dans 3 mois ou dans 3 ans, mais ça va reprendre, parce que même après la nuit la plus noire, le soleil finira par se lever. Absolument, absolument. Hélène, Lily a parlé tantôt d'expliquer à nos enfants, de bien leur expliquer la pandémie et les raisons derrière le confinement. Bon, ça m'est arrivé à plusieurs reprises où je me sens un petit peu comme Peter Pan, essayer de leur créer un environnement qui n'est pas trop traumatisant, mais en même temps, c'est important pour eux de comprendre l'importance de la pandémie et de l'impact sur la planète au complet. Quels sont les conseils que vous donnez aux patients ici au CUSUM pour gérer l'anxiété? Bien, c'est important de se rappeler que les enfants vivent de l'anxiété aussi, qu'eux aussi, ils sont sensibles à la peur par rapport au COVID et qu'ils ont perdu leur repère, ils ont perdu leur routine, ils ont perdu la possibilité d'avoir des contacts physiques avec leurs amis, avec leurs membres de famille proches, parfois leurs grands-parents. Donc, eux aussi, ils vivent le confinement. Puis ils n'ont pas nécessairement le travail, les Zooms, le télétravail. C'est pas toutes les écoles qui ont pu faire le télétravail. C'est pas tous les enfants qui ont pu faire l'école à distance. Donc, c'est important de vraiment prendre le temps de parler avec les enfants puis de les écouter. Puis de aussi mettre en place une routine. Une routine, c'est important pour les enfants. Ça ne veut pas dire qu'une routine, il faut que ça soit rigide puis qu'on identifie qu'une heure spécifique pour faire telle activité à la maison. Ça ne veut pas dire que les parents doivent être parfaits puis doivent devenir des éducatrices, des professionnels et devront assumer tout le temps pour prendre soin de leurs enfants parce qu'eux, ils travaillent aussi. Mais c'est important de vraiment comprendre que les familles sont uniques. On en a parlé. Chaque famille est unique. Chaque famille a une réalité différente. Il y en a qui ont 2 parents à la maison, il y en a qui ont juste 1. Donc, c'est vraiment d'écouter les enfants, d'être sensible, puis de vraiment être réceptible aussi à leur comportement. Donc, vraiment apprendre à reconnaître les peurs puis les comportements de nos enfants pour bien identifier ce qu'ils vivent, puis être à l'écoute de ça. Je pense que c'est sûr qu'il faut aussi trouver des solutions créatives pour leur permettre de reprendre un petit peu de contrôle sur leur vie. Donc, ça peut vouloir dire leur permettre d'identifier les activités qu'ils veulent faire ou les heures qu'ils veulent les faire. Toujours, évidemment, en leur sensibiliser par rapport à la sécurité quand même, parce qu'il faut quand même prendre certaines mesures maintenant. Mais une routine, c'est important. Lorsqu'on parle de la santé mentale des femmes, évidemment, la pression d'être parfaite, c'est toujours un très grand problème pour les femmes. Donc, non seulement on s'est retrouvé avec un manque de soutien pour la maison, on n'a pas de garderie, pas d'école, donc pas de soutien ménager.
On n'a plus notre coiffeur, on n'a plus notre spa. Donc, comment on gère tout ce stress qui appartient surtout aux femmes? Comment l'avez-vous géré, ça, Nathalie? Alors, pour ma part, je te dirais, tantôt, je disais que j'avais organisé la famille et les enfants. Et puis, je me suis dit, bon, je peux pas tout faire ça moi-même. Mes heures étaient incroyables dans les débuts, justement, à cause de tous les plans de sauvetage des gouvernements qu'on devait mettre en place à travers les banques. Mais j'ai demandé à mes enfants, je dis, est-ce que ça vous tenterait de participer à la maison? Et là, évidemment, ils m'ont regardé comme ça veut dire quoi, ça? Et évidemment, c'était les tâches ménagères. Et puis, j'ai fait des journées. Donc, une journée, c'était une journée, c'était l'autre pour le lave-vaisselle. Ensuite de ça, il y avait une journée de ménage dans lesquelles il y avait des tâches attitrées et aussi la lessive. Donc, en bout de ligne, c'est venu m'aider. Pourquoi? J'avais besoin parce qu'autrement, j'avais plus de porte de sortie parce qu'on ne se le cachera pas, ça retombe sur nous. Et on prend aussi l'initiative parce qu'on se dit, bien, si je ne le fais pas, ils ne le feront pas. Et si je ne le demande pas, bien évidemment, ça ne sera pas fait non plus. Alors, je me suis un peu débrouillée comme ça. Je pense qu'à la base, ils ont maintenant réalisé qu'est-ce que c'est d'être à la maison ou de faire ces tâches-là, alors qu'auparavant, c'était fait pour eux. Et je crois que ça va les amener plus loin dans leur développement parce qu'évidemment, ils ont appris, ces enfants-là, dans toutes les maisons, les enfants ont appris à travers le COVID. Mais ceci, de participer à ces tâches-là, ils vont s'en souvenir longtemps, mais ça va les avoir outillés. Caroline, est-ce que c'est un problème féminin, cette course à la perfection? Ah oui, c'est un problème féminin et en fait, c'est à double tranchant. Quelque part, ça nous sert parce que dans une réunion de conseil d'administration, les femmes veulent tellement avoir tout lu, avoir vraiment mis les points sur tous les i, etc., que c'est un plus et que ça remonte le niveau du CA parce que souvent, les hommes, eux, sont très sûrs d'eux, très relax et ils arrivent et ils se rendent compte que les femmes sont en train de poser plein de questions, ont pris plein de notes, etc. Donc, c'est un plus. Je pense que c'est vu positivement, mais parfois, on va trop loin. On va trop loin parce que qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour faire notre travail, par exemple? Il y a des femmes qui sont tellement, comme on dit, le nez dans le guidon, focusées sur la tâche et vraiment, ils vont aller jusqu'au bout et peut-être même un peu plus loin que ce qu'il leur est demandé. Mais pendant ce temps, elles perdent des opportunités de marcher dans les couloirs, de côtoyer leurs pairs, de pouvoir également parler avec des supérieurs hiérarchiques de leurs accomplissements, leur réseau, leur branding, etc. Il prend un coup. Donc finalement, quand vient le temps d'une promotion, souvent on va penser à la personne qui nous a parlé des projets qu'elle a réussi, qu'elle a menés avec brio, et c'est très souvent des hommes, alors que c'est peut-être la femme qui avait fait un meilleur travail dans le dit projet, mais elle n'en a pas parlé parce qu'elle était tout le temps dans son bureau, le nez penché. Donc, il faut simplement faire attention d'utiliser ça avec parcimonie parce que c'est trop, c'est trop. Lily, durant le confinement, est-ce que tu as pris soin de ta santé physique? Est-ce que tu as pris soin de ta santé mentale? Parce que là, tu avais un fardeau assez important, la grande transformation de ton entreprise. Est-ce que tu as réussi à faire un petit peu de temps pour Lily? Bien, santé mentale, je pense que oui, parce que j'ai pris quand même, je prenais le temps de jouer avec les enfants, puis j'étais très stimulée avec les défis, positifs ou négatifs, là, mais quand même, j'étais très, très stimulée. Santé physique, je dois avouer qu'un peu moins, là. J'ai pas fait trop d'exercice. Et là, ça se ressent avec le 9e mois. Mais je dirais que la stimulation m'a gardée joyeuse, m'a gardée de bonne humeur, m'a gardée focus sur nos projets, sur les défis, sur l'atteinte de l'objectif. Je pense qu'on est souvent des types A, des personnalités type A. Alors, c'est difficile En fait, en affaires, on apprend souvent à déléguer, demander de l'aide un peu moins. Puis là, avec le confinement ou avec le changement de routine, en tout cas, moi, j'ai été un peu obligée d'accepter de l'aide pour les repas à la maison, pour les enfants, parce que là, on perdait nos repères, nous aussi. Donc, les enfants ont perdu leurs repères, mais nous aussi.
notre structure, notre encadrement. Alors... Donc, est-ce que c'est une révélation qui va durer après la pandémie aussi? J'espère que non. Moi, pour qui c'était tellement important de s'entraîner avant, j'espère retrouver cette routine-là, même si, au-delà de la pandémie, avec 3 enfants, je pense que ça affecte le temps que tu as pour t'entraîner. En général, du sport. C'est déjà du sport. C'est déjà un sport à temps plein, oui. Nathalie, as-tu des employés qui ont demandé de l'aide? As-tu toi aussi demandé de l'aide à un certain point? Non, pour ma part, j'ai pas demandé de l'aide. J'ai essayé de prendre beaucoup de recul, par contre, puis de me contrôler, c'est-à-dire de me dire, bon, mais regarde, il y a ça, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis de piecemeal le problème, mettons, auquel je faisais face. Mais par contre, les employés, oui, j'ai eu beaucoup d'employés qui sont venus me voir. J'ai eu même des hommes qui ont pleuré. Oui. Qui ont pleuré comme au téléphone avec moi ou en web avec moi. Et ça, je dois avouer que c'était très prenant parce que là, tu dis, mais attends une minute, là, une position de vulnérabilité comme ça, que tu vois un homme de 6 pieds d'une stature et puis là qui dit, Nathalie, je suis plus capable. Et heureusement, à travers RBC, on a énormément de support pour que ce soit la santé mentale et tout. Et on peut mettre les gens en contact et ça l'a aidé d'une façon que jamais j'aurais pu penser même. Parce que on ne vit pas tous de la même façon, puis on n'accepte pas non plus ce qui se passe tout de la même façon. Et à un moment donné, quand tu réfères quelqu'un à un hotline ou une ligne comme ça, après ça, tu te poses la question, bon, je sais que j'ai bien fait, mais là, c'est quoi les next steps? Puis qu'est-ce que je vais faire avec cette personne-là? Et je vous dis, j'étais là à les téléphoner ou presque aux 2 jours. Comment vas-tu? Est-ce que ça l'a aidé? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses pour toi? Et c'est ce care-là, j'ai appris à travers cette pandémie-là que même par la suite, il faut avoir toujours les antennes ouvertes à ce qui se passe parce que les gens ne seront pas toujours nécessairement ouverts à en discuter. Et je crois que la pandémie nous a amenés à être plus proches et cette confiance-là qui font en moi, mettons, comme leur leader, c'est pas nécessairement une confiance qu'il y aurait en d'autres. Et puis, il faut travailler de garder ça vivant, d'ailleurs. Oui. Mais c'est très lourd hein, de gérer l'anxiété de nos enfants, souvent de nos parents, de gérer l'anxiété de nos employés, des clients, dans votre cas. C'est très lourd émotionnellement à la fin de la journée. Comment tu gérais ça, toi, personnellement? Alors, pour ma part, j'allais prendre beaucoup de marches. Alors, quand je pouvais, c'est sûr que mon agenda était chargé, mais quand j'avais pas besoin de justement parler dans une conférence ou un appel ou whatever, que j'étais en mode écoute, mais je le prenais en marchant. Je faisais aussi le gym qui a été fermé. Alors, j'ai trouvé des cours sur YouTube et tout que je faisais. J'ai fait beaucoup de cocktails avec des amis. J'ai aussi, pour me changer les idées, après le mois de mars-avril, je me suis mis à faire du jardinage, chose que je n'avais jamais fait vraiment auparavant. Là, chez moi, c'est rendu les jardins botaniques. J'ai fait beaucoup de cuisine aussi parce que je me suis dit, à travers tout ça, avec la vie des événements qu'on avait auparavant, j'étais pas énormément à la maison et j'ai remarqué que ça manquait à mes enfants. Et moi, j'ai trouvé un moyen, j'adore cuisiner, donc j'ai trouvé le moyen justement de me changer les idées. Alors, à tous les soirs, vers 7h30, 8h, là, ils avaient un très, très, très beau souper. Et les week-ends, j'ai commencé le lunch familial du dimanche, qui est une tradition italienne que mon mari appréciait et qu'on prenait pas le temps de faire auparavant. Alors, en préparant tout ça, puis ça me faisait du bien de redonner justement à travers la table, à travers la décoration, soit intérieure ou extérieure, tout ce que je pouvais faire. Puis en même temps, je partageais ça avec les équipes et on partageait même nos repas des fois là, à travers les photos, les textes, les ci, les ça. Et puis ça l'a amené beaucoup de joie, parce que la joie à travers la gourmandise, je dirais. Oui, ce qui n'est peut-être pas la bonne chose pour le garde-robe, mais on va retourner au gym. Oui.
Mais la joie à travers l'anxiété, c'est un remède exceptionnel. Donc bravo. Puis aussi que les femmes se soutiennent de la façon que tu viens de le décrire, je trouve ça extraordinaire. Selon un rapport récent de la RBC, justement, les femmes ont été beaucoup plus affectées que les hommes durant la pandémie et à cause de la récession. 1,5 million de femmes ont perdu leur emploi dans les 2 premiers mois seulement. Donc, certaines personnes disent que ça nous aura poussé de plusieurs décennies pour la cause des femmes. Caroline, qu'en penses-tu? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus, un recul marqué pour les femmes. Mais moi, je continue à penser que le fait qu'on ait cet éveil, c'est-à-dire qu'on en parle, qu'on a de plus en plus de discussions à ce sujet, de un, ça me rassure. De deux, je dirais que d'une manière concrète, tout à l'heure, on parlait des entreprises. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Nous, comme tu sais, Julie, on a une certification parité qu'on a créée depuis maintenant 4 ans, où une 60aine d'organisations sont enrôlées et chaque année mesure les actions, mesure le nombre de femmes présentes, etc. Et tout ce qui est fait pour permettre aux femmes de progresser. Et année après année, ces organisations-là continuent à progresser. Alors, je te dirais qu'au moment de la pandémie, beaucoup d'organisations ont dit « OK, on ne sait pas si on va continuer, on ne sait pas si on va continuer ça ». Puis là, on s'est un peu inquiété en se disant un recul vraiment, effectivement, marqué. Et moi, j'ai été assez vocale sur les réseaux sociaux en disant que ce n'est pas vrai que cette crise va nous faire perdre nos acquis, parce que trop souvent, c'est la première chose qui devient secondaire, alors qu'on nous dit, toutes les organisations le disent, il est essentiel que les femmes puissent jouer un rôle prépondérant, etc. Et tout d'un coup, ce n'était plus du tout le cas. Mais je te dirais que dans les 2 mois qui ont suivi, en fait, ça a carrément été à l'autre extrême, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant d'organisations s'enrôler que dans les 8 dernières semaines. Un record. Comment on explique? Alors, écoute, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. D'une part, le fait que les employés sont loin, on essaye de stimuler les gens, on essaye d'avoir des bonnes nouvelles, c'est difficile. Ça, c'est une manière d'annoncer quelque chose qui va être positif à tous les employés. C'est quelque chose qui se fait en ligne, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au virus. Et puis, je dirais aussi que quelque chose qui a exacerbé, c'est tout ce qu'on voit par ailleurs, Black Lives Matter, les mouvements MeToo, les mouvements LGBTQ aussi qui prennent de plus en plus de place. Et ça fait partie aussi dans notre certification parité. Il y a une section qui est consacrée à ce qu'on appelle l'intersectionnalité, finalement. Et je pense que les organisations se trouvent un réel devoir parce que, alors qu'elles sont en train de parler, ça fait des années qu'elles parlent de l'importance du leadership féminin et que ce sont des hommes avec des équipes de direction d'hommes qui en parlent. Et là, maintenant, ils viennent et ils parlent de l'importance de la vie des Noirs et ils regardent autour d'eux, OK, on n'a pas de femmes, on n'a pas de Noirs. À un moment donné, l'hypocrisie n'a plus sa place. Et il faut prendre des actions concrètes. Et au-delà de simplement dire, nous, à l'interne, on fait ceci, cela, c'est de pouvoir dire, on travaille avec un organisme externe, crédible, qui a une recette qui fonctionne et qui est prouvée. Et je pense que l'impact, que ce soit sur les employés, comme je le mentionnais, leur engagement, mais même sur les clients, les fournisseurs, ça crée un buzz. Lily, des milliers de femmes ont malheureusement quitté leur emploi pour le manque de services de garde. Qu'est-ce que vous faites à Tristan pour aider et appuyer, soutenir les femmes? Ben, nous, c'est sûr qu'on est dans une industrie particulière où c'est en majorité des femmes. Donc, moi, en fait, l'inégalité, c'est plus en faveur de la femme chez nous. Alors, tous les rôles... en fait, il y a beaucoup, beaucoup de femmes donc, dans notre industrie. Donc, c'est sûr que... Puis, on est une entreprise familiale. Je pense que c'est dans nos valeurs, c'est ancré dans nos valeurs. C'est naturel pour nous d'accommoder les gens, d'accommoder les femmes, d'accommoder les familles, parce qu'on parle souvent des enfants, mais il y a des femmes ou des hommes aussi qui ont d'autres réalités à gérer en même temps que de gérer leur travail, que ce soit des parents vieillissants, des conjoints malades, peu importe, ou des familles à l'étranger qui ont besoin de support. Donc, je pense que c'est un peu... c'est dans notre nature d'accommoder chaque situation pour un employé, parce que si l'employé ou nous-mêmes, je pense que si on n'est pas bien dans notre situation, c'est très difficile d'être performant. Et puis de se rapprocher des gens, puis d'être transparent. Moi la situation du COVID, en fait, nous a forcé à être très transparents. Et puis, ça nous a montré que quand on démontre notre côté vulnérable, puis que c'est correct parce qu'on en a tous, et puis qu'on est transparent avec les défis, les craintes, les peurs,
Bien, les gens connectent beaucoup mieux avec nous, puis la relation s'enrichit beaucoup. Et puis, il y a un échange d'informations qui se fait, qui ne se faisait pas avant. Les gens sont beaucoup plus à l'aise de partager leurs propres problèmes, que ça soit relié avec des enfants ou pas, là. Et puis ça, bien, je trouve que ça nous a permis, ou ça m'a permis de trouver des solutions à chacun pour assurer bien, une équipe en force, pour assurer la force de l'équipe, puis la performance. Indirectement, c'est pas l'objectif. Indirectement, ça affecte la performance pour le mieux. Donc, le travail à distance n'a pas trop eu d'impact négatif sur votre culture corporative, si je comprends bien. Nous, c'est particulier parce que, bon, en magasin, c'est sûr que le travail, c'est très difficile de se faire à distance. Pour le bureau, on faisait de l'alternance, donc, puis on faisait du médical, donc des produits médicaux. Donc, il y avait quand même plusieurs personnes au bureau. Mais même les gens qui étaient à la maison, qui ont été arrêtés, malheureusement, nous, on a quand même eu plusieurs personnes d'arrêtés pendant un moment. Ben, on gardait un lien avec eux, de manière virtuelle, mais juste pour les tenir informés de ce qui se passait, puis prendre des nouvelles. Donc, donner des nouvelles, prendre des nouvelles. Et puis ça nous a permis de garder le lien, puis le lien d'emploi, mais pas juste le lien d'emploi, le lien de personnel. Donc, je pense qu'au final, ben, les gens se sentaient quand même comme s'ils faisaient partie de l'équipe, parce qu'ils le faisaient aussi, et impliqués et au courant. Puis juste ça c'était rassurant, je pense. Nathalie, le retour à l'école approche très rapidement. Est-ce que vous avez des préoccupations, de l'anxiété? Je vous dirais que c'est de bien planifier, c'est de mettre les enfants au courant, évidemment, des mesures sanitaires, puis de se laver les mains et puis pas toucher à n'importe quoi. Et aussi, l'anxiété face à ça, je pense que c'est gérable tant et aussi longtemps qu'ils sont au courant et qu'ils réalisent. Ce que j'appréhende possiblement, s'il y avait une recrudescence de cas, évidemment, c'est le retour à la maison, pas le retour à l'école une fois que l'école va avoir commencé. Mais ceci étant dit, je crois qu'on se doit aujourd'hui de profiter énormément du bel été qu'on a. On se doit de profiter des moments à l'extérieur, d'encourager justement les enfants à faire ce qu'ils veulent faire dans leurs activités pour justement qu'ils rentrent à l'école ressourcés. Hein, qui retrouvent leurs amis, qui retrouvent justement leurs horaires. Je pense que ça va aider tout le monde. Et un certain sentiment de normalité. Et tout ça en s'assurant que, évidemment, ils mettent de l'avant leur meilleur. Parce qu'on ne peut pas non plus être tellement focusé justement sur ces mesures sanitaires qui n'ont plus de fun. Parce que c'est le fun qui va les amener justement dans l'apprentissage puis dans l'épanouissement. Là. Hélène, pendant que nous étions en confinement, tu étais encore au travail et tu devais bien protéger tes enfants aussi du virus. Quels sont tes conseils justement pour le retour à l'école et aussi comment rester en santé, éviter d'attraper le COVID-19? C'est sûr que comme toute mère de famille, on a vécu, nous autres aussi, à l'hôpital, nos moments de peur et d'anxiété face à transmettre la COVID à nos familles, à nos enfants et à nos proches. Puis mais c'est possible. Je suis là pour vous dire que c'est possible de faire un déconfinement en sécurité. On a suivi les recommandations de la santé publique en se lavant les mains. On a porté des masques. On continue de porter des masques, de garder nos distances et de garder nos bulles, des petites bulles de proches. C'est très important. Puis il faut faire confiance aux enfants. Je pense qu'il faut faire confiance aux éducatrices aussi et de ne pas vivre dans la peur. Parce que quand on vit dans la peur, on transmet cette peur à nos enfants. Puis ils ont besoin de retourner à l'école, évidemment en toute sécurité, mais ça va leur faire du bien de retourner à une certaine routine puis avoir un petit peu d'opportunité de socialiser. Je peux vous dire, comme ma réalité, oui, j'étais à l'hôpital à tous les jours. J'ai pas attrapé la COVID. C'est possible de continuer à sortir et d'être dans la communauté sans attraper la COVID en suivant les consignes.
Caroline, plusieurs femmes ont vécu un désespoir incroyable durant la pandémie. Quels sont tes conseils pour ces femmes? Ben, je dirais que quand on se retrouve dans une situation finalement sans précédent, hein, je pense que personne d'entre nous n'a rien vécu de similaire. Et aussi, dans le doute, on n'a aucune idée. Chaque pays donne des chiffres, chaque pays donne des informations. On parle de deuxième vague, pas de deuxième vague. On ne sait pas trop vers où on s'en va. On déconfine, non, on reconfine. Alors, c'est vraiment difficile de savoir vers où on s'en va. Et ça peut créer effectivement beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Mais moi, ce que je peux partager comme expérience, parce que j'ai vécu déjà quelque chose d'aussi extraordinaire, pas dans le sens positif, mais hors de l'ordinaire qu'une pandémie, c'était la guerre civile du Liban de 1975 à 1990. Donc j'avais de 7 à 22 ans et j'ai vécu cela avec ma famille, en quittant le pays à maintes reprises, en revenant au Liban à chaque fois parce qu'on pensait toujours que la paix était de retour. Mais ce que je dois dire, c'est que on a toujours l'impression que ça ne peut plus durer, qu'on ne tiendra pas le coup. Et on tient le coup, parce que quand on n'a pas d'autre choix, on y arrive. Je pense qu'on est tous collectivement beaucoup plus résilients qu'on ne le pense, et on l'a démontré. Je pense que hors de tout doute. Mais il faut garder un espoir. C'est sûr que c'est difficile quand on ne voit pas le bout du tunnel, quand on ne sait pas de quoi va être fait demain. C'est difficile de dire juste « ayez confiance ». Mais ce en quoi on peut avoir confiance, c'est en soi, en ses capacités à passer par-dessus et à continuer, certains avec plus de sérénité que d'autres, c'est évident. Il y a des types de personnalités différents. Mais je dirais que la résilience est en train de nous mettre tous à épreuve et je pense qu'on s'en sort bien. Merci beaucoup, mesdames. Lily, Caroline, Hélène, Nathalie, merci d'avoir accepté notre invitation et de participer à notre premier épisode de Questions de santé. Vos conseils sont très précieux et je suis certaine que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui ont bien apprécié votre histoire et vos conseils. Donc, merci beaucoup et ensemble, ça va aller mieux. Merci, Julie. Merci. Merci.